Bonjour, Jean-François Laurent, comment vous allez? Merci encore d'avoir accepté cette invitation, ces échanges qu'on va avoir, cet entretien. Donc, je vous remercie au nom, en mon nom, mais également au nom des parents, hein. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui pour échanger sur votre expertise, sur des petits conseils sur l'accompagnement que voilà, que vous menez au fur des années auprès des parents, auprès des enseignants. Donc, je tenais vraiment à vous remercier du temps que vous nous accordez aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi également. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce qu'il y en a pas mal qui ne vous connaissent pas encore, et c'était l'objectif aussi aujourd'hui que certains parents puissent vous connaître, est-ce que c'est possible de vous présenter en quelques mots? Qui êtes-vous, on va dire? Ok, donc je suis formateur, conférencier, écrivain et je travaille également dans le suivi des jeunes en difficulté ou à besoins éducatifs particuliers. Voilà, et j'ai 30 ans dans l'éducation nationale, je suis père, grand-père, beau-père, etc. Donc je suis dans le quotidien. Donc, depuis combien d'années vous écrivez en tant qu'écrivain? Oula, je crois que j'ai toujours écrit depuis l'âge de 20-25 ans, mais j'ai basculé du domaine pédagogique au domaine éducatif jusqu'à maintenant être de plus en plus dans le soin. D'accord. Et ça fait une dizaine d'années que j'écris sur la précocité intellectuelle notamment. Je suis un des spécialistes français de la précocité intellectuelle. Je travaille beaucoup sur les émotions, sur la confiance en soi, sur l'autorité, la gestion des conflits et la parentalité. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ces thématiques-là? Parce qu'en général, l'enseignant n'a pas souvent tendance à voilà, explorer, à faire des tâches à l'extérieur. Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à vous y intéresser à ces thèmes-là? C'est la précocité intellectuelle qui m'a poussé à ça. Parce que ces enfants étaient, enfin, sont émotionnellement différents, enfin, ou du moins avec une amplitude émotionnelle très très forte. Et du coup, ils ont mis ils ont fait sauter tout le système traditionnel scolaire quand j'étais directeur. Et du coup, on a travaillé avec eux sur comment faire autrement. Et du coup, je suis arrivé de plus en plus à ces problématiques éducatives. J'ai pu aller en formation, j'ai pu me former à la médiation. Ils ont remis en cause tout ce qui était autorité, gestion de conflits et ces émotions qui étaient exacerbées. L'autre point clé, c'est j'ai fait un burn-out sublimissime et du coup, j'ai dû me remettre en cause complètement et aller rechercher en moi tout ça également. C'est ce qui était bien. Du coup, c'est l'union des deux qui a donné certainement ça. D'accord, différents facteurs qui vous a poussé à vous y intéresser. Effectivement, le système scolaire a pu découvrir en fait ces profils-là atypiques qui ne sont pas forcément adaptés, on va dire, au domaine de la scolarité. Et puis en plus, si vous étiez quelqu'un d'investi, d'où peut-être le burn-out. Surtout Tout à que fait. en tant Tout à que… fait. J'ai toujours été un enseignant un peu bizarre quand même, et qui Ah, sortait un peu du système, jusqu'à d'accord. sortir complètement du système parce que je n'y arrivais plus. D'accord, d'accord. Il y en a de plus en plus d'enseignants qui se Oui. démarquent. Et c'est bien, au moins ça évolue. Lorsque vous parlez, voilà, effectivement, de gestion émotionnelle, on va dire, d'enfants atypiques dans leur fonctionnement, on va dire, scolaire, dans leur fonctionnement émotionnel, on constate que souvent, il va y avoir un manque de confiance, un manque d'estime de soi qu'on va retrouver fréquemment chez ces enfants, que ce soit dans la sphère scolaire ou dans leur vie de façon générale personnelle, et souvent chez les parents. À votre avis, ça s'explique comment tout ça en fait? Qu'est-ce qui fait que c'est des enfants qui vont énormément manquer de confiance en eux, hein, alors On qu'ils ont est des sur, capacités, hein? tout à fait. On est sur une logique compétitive beaucoup. Et dès que vous avez des enfants atypiques, différents, qu'ils soient 10, qu'ils soient dans le spectre du trouble autistique, qu'ils soient TDA, TDAH, HP, enfin à haut potentiel, trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Dès que vous avez un enfant différent, il est souvent stigmatisé parce que l'école est vraiment faite pour uniformiser. Et vous avez des enfants qui ne sont pas uniformisés. Donc c'est vraiment difficile pour eux. Et du coup, ils perdent confiance en eux parce qu'on stigmatise beaucoup sur la réussite. Et sur la réussite à court terme, et pas forcément sur la réussite à long terme, et sur le bonheur et sur comment être bien, etc. Et ça, pour eux, c'est terrible. Du coup, un enfant en difficulté n'est pas un enfant heureux. Il est constamment remis en cause et
et les parents également, et les parents sont invités à venir à l'école ou convoqués, ce qui est pire, pour qu'on leur dise que vous avez fait un monstre qui ne convient pas à l'école, mais qu'est-ce que vous avez fait? Du coup, les parents perdent totalement confiance en eux. Et c'est de plus en plus dire, du coup, ils s'éloignent de l'école, ils veulent plus venir à l'école. J'ai des témoignages de parents qui s'arrêtent 50 mètres avant l'arrivée à l'école, disent à leur enfant, vas-y, autrement, ils se font attraper par l'enseignant comme s'ils étaient de mauvais parents. Or, c'est l'école qui ne sait pas accompagner ces jeunes. Mais nous avons des professeurs magnifiques également, hein, bien sûr. Hein. Mais pour certains, c'est difficile. Le système ne convient pas à ces jeunes. Tout à fait, c'est le fait de souligner ces problématiques, c'est des problématiques qu'on rencontre et puis les parents arrivent à un point désespéré en fait de pas qu'on ne comprenne pas leur enfant, surtout que l'école c'est quand même le premier milieu social où se développe l'enfant, où il doit être bien, il doit être épanoui intellectuellement, mais surtout un bien-être personnel et souvent c'est ce qui fait qu'on n'a plus aussi confiance, on ne sait plus comment s'y prendre avec nos enfants et ça impacte effectivement, comme vous avez pu le dire, cette estime, ce manque de confiance. Et les parents ont une énorme pression. J'étais hier soir avec un papa en Skype. Ouais. Petit papa tout seul, génial, mais attentif à son enfant, etc. Son enfant, 6 ans, première poésie à apprendre le soir à la maison. Automatiquement, il avait la pression, papa, il met la pression sur l'enfant, du coup la relation se passe mal, et parce que l'enfant hésitait, et quand j'ai donné d'autres repères au papa, à lui dire, mais non, ça doit être que du bonheur, ça doit être que de la fierté, et s'il se trompe, je l'ai repris, mais c'est pas l'objet, c'est pas important. L'important, c'est qu'il prenne plaisir, qu'il soit fier de lui, que vous soyez fiers de lui, ensemble, et vous jouez ensemble. Et là, le papa, je l'ai senti souffler, c'est pas si compliqué que ça. Il faut pas qu'il réussisse à tout prix, mon enfant. Non, il faut qu'il soit heureux, en confiance. Et à ce moment-là, il réussira. Et ça pose la question de la réussite. C'est quoi réussir à l'école? Moi, je récupère des gens. Tout simplement aussi. Et oui, parce qu'ils réussissaient trop bien. Donc, on leur a fait faire prépa maths, école d'ingé. Et ils craquent à 30 ans parce qu'eux, ils voulaient être maçons, plombiers, je ne sais quoi. Et du coup, ils changent complètement d'orientation pour revenir à ce qui est juste pour eux. Ce qui est important à travailler à l'école, c'est qu'est-ce qui est juste pour toi. Quelles sont tes passions? Vas-y, fonce. C'est clair, sans oublier et du coup, on aura des enfants qui seront plus actifs et beaucoup moins passifs. Le goût de l'effort, ils l'auront parce qu'ils auront envie. Enfin, moi, j'ai le goût de l'effort quand je fais un truc qui me passionne. Quand j'ai un truc qui ne me passionne pas, je vous garantis que le goût de l'effort, il faut que j'aille le chercher loin. C'est clair. Oui, souvent, sur ces profils effectivement atypiques, on va voir, mais de toute façon, pour tout être humain, on a besoin de faire des efforts dans la vie, mais pour ça, il faut être, comme vous l'avez évoqué, être motivé, avoir cette motivation intrinsèque qui fait qu'on va… Et on va se mettre beaucoup de pression. Donc, le papa, c'est ce que je constate aussi régulièrement, on se met une pression et on met une pression sur nos enfants parce qu'on pense que la scolarité passe par avoir des bonnes notes, faire des grandes écoles, etc. Alors que pas du tout, c'est d'être heureux et être épanoui dans ses apprentissages. Et effectivement, je rejoins tout à fait ce que vous dites. Alors pour l'école, c'est quand même ça. Moi, j'ai assisté à des conseils de classe. On ne parle du jeune qu'à travers ses notes. C'est aussi vrai, quoi. L'école, à leur travail, de plus en plus, il y a des ouvertures aux intelligences multiples, à la gestion de l'homogénéité, le droit à la différence, etc. Ça vient progressivement, pas assez vite encore. Et le système est là plutôt pour normer, plutôt que pour épanouir. Prendre en compte les différenciations, effectivement, et on a un peu du mal, effectivement, dans le système classique scolaire. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'écoles, en fait, qui s'ouvrent alternatives pour s'adapter à différents profils. Effectivement, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on continue à parler de scolarité dans ce que vous dites. Vous qui étiez enseignant, à votre avis, vous, pour les parents qui ont des enfants avec des particularités, qu'est-ce qu'ils doivent savoir dans l'accompagnement de la scolarité de leurs enfants? Qu'est-ce qui va être essentiel? Parce que là, vous avez parlé effectivement d'avoir un autre rapport à la réussite. C'est très bien, ça, changer ce rapport-là est important. Ouais. L'essentiel qu'ils doivent savoir, ces parents, c'est eux qui ont mis au monde des enfants qui vont le sauver, ce monde. Excusez-moi, je suis peut-être un peu fou là-dessus, mais c'est une intime conviction. Quand on a des enfants standards, on voit ce que ça donne. La planète va éclater. Et je suis peut-être, mais j'en ai parlé à des collègues
type Olivier Revol, ils sont d'accord avec moi. Hein. Ce sont ces types d'enfants et d'intelligence différentes qui vont sauver le monde. Et ces parents, il faut qu'ils se disent qu'ils ont fait des enfants exceptionnels. C'est exceptionnellement fatigant, c'est éreintant, on en bave, mais ce sont eux qui vont sauver le monde. Et l'idée, c'est d'aller trouver les fenêtres de réussite. Et j'invite les parents à ne pas à travailler bien sûr sur les déficits du gamin. Sur il a un 10, un truc, oui, il faut le travailler. Puis on va travailler sur ses forces. Et j'invite les enfants, mais également les parents. Elles sont où vos fenêtres? Vous ouvrez la fenêtre, il y a le soleil derrière dans votre vie. Où est-ce que c'est ça? D'ailleurs, je travaille dans un centre où on a mis en place un parcours avec les parents, un parcours bonheur avec les parents. Ces pauvres parents qui sont là, mais avec leurs gamins, ils se font un souci monstre. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'ils vont réussir dans la vie? Deux, à mettre une énergie folle, et je t'emmène chez l'orthophoniste, et chez le psy, et chez machin, etc. Et je suis convoqué à l'école, et j'ai un PPRE à aller signer, un machin, etc. À quel moment ces parents profitent de la vie, profitent de la relation avec leur enfant, enfin, et ils l'ont pas, ça. Et vraiment, moi, je nous invite, c'est ouvrir des portes où il y a le soleil derrière, y compris pour son enfant, y compris pour soi en tant que parent. Vraiment. Allez vous faire des massages, allez à la piscine, allez marcher dans la rue, se faire plaisir et penser à soi. Je vois des mamans qui ont totalement perdu leur féminité. Enfin, perdu. Elles l'ont en elles, mais. Elles s'oublient. Elles s'oublient, c'est ça, elles s'oublient. Et moi, je leur dis, mieux vous serez, mieux votre enfant sera. Clair, un autre point sur lequel je lutte, alors je ne sais pas où, c'est toute la faute de la mère. Qu'est-ce que ça m'agace. Oh là là, je leur dis tout le temps, mais attendez, années 70, on laisse tomber ça. Non, j'ai parfois une maman, un papa qui disait de ça, mais elle l'aime trop. Comment on aime trop son enfant? Vous voyez, et puis, et dès que l'enfant, ah ouais, et dès que l'enfant demande un truc un peu différent, ah mais non, c'est pas écrit dans le bouquin, Père nous, elle n'a pas dit ça. Alors on peut pas le faire, mais quand vous avez un gamin différent, écoutez votre instinct, écoutez-vous, quoi. Mais alors, pour bien vous écouter, il faut connaître les trésors que vous avez en vous. Tout à fait, les ressources. Et les ressources, bien sûr, je travaille beaucoup sur les ressources, quoi. Et souvent, j'entends, mais vous devez l'avoir aussi, des parents qui me disent « Ah, j'en étais sûr. Ah, je le savais. » Alors, just believe in you. Sans dire « Je sais tout sur mon enfant », parce que ça, c'est une connerie. Enfin, excusez-moi les termes, hein, mais oui, ça, c'est oui. Eh ben, vas-y, fais-toi confiance si tu le sens, vas-y. Oui, mais mon enfant, il veut dormir avec moi. Eh ben, s'il a besoin de venir dormir un peu avec toi, vas-y. T'inquiète, ça va aller. Tu connais un enfant de 18 ans qui dort encore avec sa mère. Non, bon, ça va aller. Enfin, on ne s'écoute pas, effectivement. On ne s'écoute pas assez par rapport à son intuition, développer les compétences éducatives, effectivement. Tout à fait. Et avec un enfant différent, c'est une éducation différente. Et bien sûr qu'il n'y a pas que l'école qui met la pression, parce que les voisines, ou la famille un peu élargie, qui fusille du regard une maman parce que son enfant il est en tempête émotionnelle, parce qu'il est TDAH ou simplement HP. Comment elle le vit? Elle perd totalement confiance en elle. Totalement confiance en elle. Ah, voilà, je m'enflamme vite moi là-dessus. Non, mais c'est ça, il faut que les parents on entende ça, parce que effectivement, être parent déjà c'est quelque chose de difficile, encore plus quand on a un enfant avec des particularités déjà dans sa gestion émotionnelle, comment l'accompagner, on est tiraillé dans ce que vous dites par l'extérieur, tu ne dois pas faire ça, et on s'oublie et on ne s'écoute pas dans notre intuition, et on sait ce qui est bon pour notre enfant. Donc c'est tout à fait vraiment. Et comment, quand voilà, il y a ce problème émotionnel, ce problème de manque de confiance, comment le parent peut faire dans son quotidien pour gérer au mieux, si vous deviez donner des petits conseils, ce que vous partagez aussi avec certains parents? Oui. Vous voyez, ma belle-fille, elle s'envoie là actuellement avec 2 enfants HP et un papa qui travaille énormément, qui n'est pas là. Okay. Et du coup, seule, elle ne peut pas. Et elle est dans la bienveillance éducative et elle a bouquiné, machin, etc. Ce matin, elle est à la piscine. Et il y a quelqu'un, son grand-père, qui va s'occuper des gosses à midi et elle va en profiter, elle va se ressourcer. Et c'est bien. L'idée également que c'est le passage de relais. Les parents actuellement manquent beaucoup de relais. Et là, elles manquent crucialement de relais. De relais, ça veut dire quoi? Je te confie mon enfant, vas-y, je suis fatigué, je vais faire autre chose parce que je n'y arrive plus. Et en simplicité, c'est tellement dur
vous avez mal dormi la nuit, vous vous levez le matin, vous en avez un qui commence à chatouiller, l'autre qui veut pas mettre ses affaires, le troisième qui veut pas manger ou qui mange à côté. Et bien sûr, le premier a fait tomber son bol de lait sur ses vêtements tout propres. Enfin, et on dit aux parents, restez zen. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et du coup, si les parents cherchaient des relais et des relais de confiance, etc., si vous pouvez, quoi. Et là, les parents peuvent souffler un peu. Peuvent souffler un peu. Déléguer un peu, savoir déléguer, Oui, ce que vous dites. oui, tout à fait, tout à fait. Là, un autre point, c'est accepter de pouvoir craquer, parce que moi, je les branche, mais un parent, un bon parent et un parent qui a le droit de se mettre en colère ou qui est jamais en colère. Je dis, oui, vous avez le droit d'être en colère. Je vais juste vous expliquer comment on peut se mettre en colère sans blesser son enfant, mais faire sortir cette énergie, c'est tout. Et les parents ont une pression aussi terrible, quoi. C'est difficile. En plus, les parents actuels, pardon, je reformule, c'est être parent actuellement est plus dur qu'avant. Parce qu'ils mettent en place des repères qu'ils n'ont pas vécu eux-mêmes. Et le deuxième point, je vous donne des exemples qui peuvent choquer un peu, mais qui sont clairs. Moi, quand j'avais 18 ans, j'ai bientôt 60 ans, nous, à 18 ans, on mettait un préservatif pour se protéger de la vie. Eux, ils mettent un préservatif pour se protéger de la mort. Moi, il n'y avait pas le réchauffement climatique, il n'y avait pas Daesh, il n'y avait pas ce nationalisme exacerbé, il n'y avait pas les attentats, il n'y avait pas tout ça. Eux, ils ont droit à ça. C'est super anxiogène. Ils vont changer de boulot X fois. 40% des métiers qu'ils exerceront n'existent pas encore. Waouh! Et on dit, ils ont tout? Non! C'est pas vrai. C'est bien plus dur pour ces jeunes et bien plus dur pour ces parents qui se retrouvent souvent un peu seuls, un peu isolés, voire maman ou papa solo, plutôt maman solo, hein, c'est comme ça, les papas. Voilà, et c'est compliqué. On connaît moins ses voisins parce qu'on déménage tous les 4 ans, tous les 5 ans, etc. Il n'y a pas ce berceau pour justement confier son enfant quand on n'en peut plus ou avoir des exemples pour pouvoir se construire autour. Tout à fait. C'est difficile, quoi. Tout à fait. La famille a changé, la structure de la famille a déjà changé et effectivement la société en elle-même a changé dans ce que vous dites. Donc, ce sont quand même des freins pour pouvoir bien éduquer, bien accompagner son enfant et déjà soi en tant que parent parce que c'est très difficile. Tout à fait. Et du coup, ne pas s'isoler. Donc, s'ils sont vers vous, c'est justement parce qu'ils ont compris ça déjà. Ne pas s'isoler. Et ça, c'est fondamental. Ouais, essentiel. Parler avec ses pairs, parler avec un psy, parler avec. Allez, vas-y, parle, confronte. Puis tu vas trouver toi la solution. Et quand vous parlez effectivement dans le fait d'extérioriser, si vous deviez donner une petite astuce, comme là vous avez dit, des fois vous donnez, parce que souvent on se contient, surtout que ces enfants-là qui ont des particularités, ça demande beaucoup d'énergie, comme vous avez dit, comme vous avez donné comme exemple. C'est vrai, des fois on est épuisé, et puis c'est pareil pour les parents qui regardent aujourd'hui, moi aussi en tant que parent qui a aussi ses enfants avec ces profils, moi-même étant avec ce profil-là, effectivement ça peut être très compliqué dans le quotidien, donc très énergivore, et on va avoir tendance effectivement à être épuisé. Donc comment, si vous deviez donner une petite astuce là sur la gestion émotionnelle, nous parents, comment on peut faire pour gérer au mieux nos propres émotions, pour pouvoir gérer celles de nos enfants? Déjà, on va éviter les fuites, les fuites énergétiques. Constance et détermination. Ces enfants-là ont besoin de constance et de détermination. C'est-à-dire qu'une règle, quand elle est posée, elle est tenue. Et le gamin, souvent, il sent si ses parents ou sa maman, elle est plus ou moins, ouais, mais enfin, s'il ne le fait pas. Et il rentre dans la brèche. Et du coup, après, le parent s'épuise à ça. Un cadre très ferme et aussi bienveillant qu'il est ferme. C'est-à-dire, j'invite les parents à tenir sur le petit cadre. Pas mettre les coudes sur la table. Et quand il met son coude sur la table, on ne se prend pas la tête. C'est pas une montagne. Le petit est petit, son cerveau émotionnel sera mature à 25 ans. Tranquille, mon poussin. Pardon, je fais des gestes, ils ne sont pas. Mon poussin, ton coude. Ben, mon poussin. Mais tranquille, sans s'énerver, sans rien du tout. Et ça viendra tranquillement, progressivement, etc. Ça, c'est le premier point que j'ai envie de dire. C'est vraiment de la constance, de la détermination, de la fermeté. Et l'enfant, il le sent. C'est plus vous êtes ferme, presque plus il vous aime et plus il est rassuré, le gamin. Parce qu'il sait qu'il peut s'appuyer là-dessus. Et en même temps, on ne reste pas des heures dessus.
Il a commis une bêtise, vous l'avez grondé. Je vais vous dire éventuellement comment le gronder, mais je vais l'éclaircer, enfin l'étayer. Et après, hop, on passe à autre chose. Et je t'aime, mon poussin. C'est ce que tu as fait que je t'aime pas. Allez, viens, hop, et on passe à autre chose. Et là, du coup, nous, on se fait du bien, c'est plus simple. Et on se fait un câlin, même éventuellement. Et hop, le cerveau se fait de l'ocytocine. Alors, comment se mettre en colère sans blesser l'enfant? C'est parler de soi et uniquement de soi. C'est vraiment le truc de base en communication non violente, c'est je suis en colère, je suis pas content. Et vous le dites pas de cette manière-là. Mon chéri, je suis en colère. Parce que le gamin, il va pas comprendre. Quand vous êtes en colère, je suis en colère. Vous avez les yeux qui balancent, une paupière qui fait. Vous lui donnez de l'information à l'enfant. Du coup, hop, il va savoir où il peut aller, où il ne peut pas aller. Je suis en colère et voilà ce que je ressens quand je te vois faire ça. Et vous séparez bien qui il est de ce qu'il fait. C'est fondamental parce que l'enfant a tendance à identifier ce qu'il fait à qui il est. Et il faut qu'il sache qu'il se fait gronder sur qui il fait. Quand vous l'avez grondé, vous finissez, vous pouvez même finir votre phrase par et n'oublie pas que je t'aime, toi, tout le temps. C'est ce que tu fais que je n'aime pas. Point barre. Et vous passez à autre chose. Et l'autre truc, c'est pour pas qu'il se sente coupable parce que là, il perd confiance, c'est permettez-lui de réparer. Donnez-lui toutes les occasions de réparer et vous le félicitez. Il a fait tomber un truc, vous vous ramassez. C'est super, mon poussin, je sais bien, tu l'as pas fait exprès, ou tu l'as lancé parce que tu étais en colère et tu contrôlais pas, mais tu as bien ramassé. Je suis fier de toi. Et vous l'embrassez. Et hop là, ça joue. C'est pas quelque chose de négatif qui puisse aussi contrôler le comportement, que ce soit pas tout est autoritaire. Voilà, on finit toujours par du positif. Toujours, toujours. C'est tellement à l'ordre du jour que j'étais, juste avant votre appel, en train de préparer une conférence jeudi soir dans un collège où ils me demandent de retravailler la gestion des conflits. Confiance et gestion des conflits. Ouais. Donc on est bien là et j'étais en train de travailler sur un conflit à deux, un conflit avec son enfant. Comment il peut réparer? À chaque fois qu'il commet une bêtise, il doit réparer et vous devez l'embrasser. Et ça augmente la confiance? Ça fait quoi au niveau de la confiance? Ah oui. L'enfant est empathique à la naissance. Il perd cette empathie. Cette bienveillance en lui. Et oui, cette bienveillance, on le voit dans un film, il a 8 mois, 7 mois, il est dans un jeu complètement concentré. Vous faites tomber quelque chose à côté. Oh, j'ai fait tomber. Il arrête tout alors qu'il joue sa vie pour aller rond. Donc, il est vraiment par nature. Et nous, on a vraiment à faire ça. Un autre point pour les familles fondamental, ne jamais comparer ses enfants. Jamais. Oui, mais ton frère. Non, jamais. Parce qu'autrement, on les met en compétition et on va reprocher à l'école ce qu'on fait nous-mêmes en famille. Et parfois, ça nous brûle les lèvres. Alors, ce que vous faites, chers parents, c'est vous attrapez votre conjoint, votre conjointe, et là, vous y allez, mais pas devant l'enfant. Ou une copine, ou le psy. Et là, vous y allez. Et ça fait du bien. On n'en fait rien. Il faut extérioriser, faire sortir. Parce que ce n'est pas d'être mauvais parents que parfois de rêver de les mettre au mur et de les accrocher à l'envers pour pas qu'ils nous embêtent parce qu'on n'en peut plus. Juste, on souffle, on respire. Et c'est normal et ça ne fait pas de vous de mauvais parents. Moi, mes élèves, parfois, j'avais envie de les coller au mur et de leur mettre des coups de tête tellement ils m'énervaient. Et pourtant, je suis qualifié de bon instinct. Et effectivement, je l'étais. Ouais. Mais juste de le dire, de le penser, puis ben, ça évite de passer à l'acte. C'est juste on est humain. On est humain, donc on est des êtres d'émotion. On a aussi besoin de passer nos émotions. Je leur dis aux parents, la personne que vous aimez le plus au monde, enfin, pas dans la hiérarchie, mais en adulte, votre conjoint, mais parfois vous n'avez pas envie de le passer par la fenêtre. Oui, vos enfants pareil, et vos enfants parfois ont envie de vous passer par la fenêtre aussi. Et eux, ils n'ont pas les freins dans leur tête, donc ils passent à l'acte. Tout à fait. Il faut juste l'avoir en tête. C'est tout à fait bien ce que vous soulignez. Effectivement, on l'oublie. Eux, ils sont dans cette immaturité. Effectivement, ça peut être eux, des humains qui soient en colère, qui soient fâchés. Et encore plus quand c'est des enfants avec des particularités. Vous voyez non, mais ça. Et est-ce que vous conseilleriez que les enfants qui ont ces particularités, que ce soit au potentiel ou avec une TDAH, de travailler vraiment la sphère émotionnelle et la sphère confiance en soi? Est-ce que ça, c'est important que le parent le développe? Oui, complètement. Okay. Je vais faire ma pub un peu. Le 26 octobre, je sors un bouquin qui s'appelle « J'avais confiance en moi ». Alors, c'est ça que je voulais aborder, effectivement, si c'est possible, d'étayer un peu, parce que j'ai vu que vous êtes en plein lancement d'un ouvrage sur la confiance en soi et j'aimerais bien que vous partagez, parce que c'est quand même le cœur des problématiques souvent chez l'enfant dans la scolarité, un frein, mais aussi dans pouvoir trouver sa place dans le groupe.
et accepter sa différence. Voilà. Donc, c'est possible de nous en parler un peu plus de votre prochain livre et de Oui. ce que vous allez aborder dessus. Et que, voilà, tous ces Il éléments y a qui… plein de petits trucs, de petits exercices, de la théorie un tout petit peu quand même qui a été, mais de petits exercices pour développer la confiance chez nos enfants. Le show-doudou, je vais juste finir sur le show-doudou. Vous connaissez le show-doudou, le conte show-doudou des show-doudou. C'est l'outil le plus puissant, que ce soit avec des enfants et des adultes, pour donner confiance. Je travaille avec des managers d'entreprises qui gèrent 200-300 personnes. Je les fais pleurer sur les show-doudou. Et ce Ah, qu'ils bien. retiennent d'une journée de formation, c'est le show-doudou, le signe de reconnaissance positive. À chaque fois que vous en avez envie, à chaque fois que vous en avez l'occasion ou pas, vous faites un show-doudou, un signe de reconnaissance positif D'accord, à retenir. à la personne, à l'enfant, au jeune. Toujours en jeu. Je trouve que j'aime être avec toi, j'aime ton humour, je trouve que j'apprécie ça, etc. Et si vous voulez un show-doudou, moi j'apprécie vraiment votre soif de vivre et votre peps qui est génialissime. Merci. Voilà, avec un sublime sourire. Alors, je ne rentre pas dans votre sphère parce que je dis voilà ce que je pense et je suis pas dans tu. Et du coup, là, je parle aux parents. Notre collègue, elle prend ou elle prend pas, mais elle a un présent et elle a remercié automatiquement quand vous recevez un chaud doudou. Elle prend merci. C'est parce que ça fait plaisir à celui qui le donne, ça fait plaisir à celui qui le reçoit. C'est gratuit, c'est totalement gratuit, c'est toujours sincère. Autrement, c'est de la manipulation négative. C'est clair. Donc Toujours ça, sincère. on le retrouve dans le livre avec des exercices pratiques, c'est ça? Bien sûr. Entre autres, j'ai plein d'autres exercices, mais je voulais juste partager le show doudou qui n'est pas de moi, hein, c'est de l'analyse transactionnelle. Et c'est un livre qui s'appelle Le conte chaud et doux des show doudou de Paul Steiner. On mettra les liens en bas. Voilà. D'accord. Donc, merci encore. Je sais que voilà, vous êtes limité dans le temps. Déjà, vous avez partagé beaucoup de choses avec nous. Merci encore, Jean-François Laurent, d'avoir partagé cette expertise et ces conseils. Si on veut vous retrouver vos activités et bien sûr votre livre, où on peut vous retrouver, Oui. sachant que je vais mettre tous les liens juste en bas de la vidéo pour les parents qui souhaitent échanger. Jean-François-Laurent.com. J'ai un Facebook, moi je travaille beaucoup sur Facebook. Ok. Jean-François Laurent, vous allez me trouver, je suis à bloc. D'accord. Voilà. Et un blog, vous écrivez pas mal d'articles, donc c'est ça aussi qui est intéressant pour compléter un peu cette information. Je n'utilise plus le blog, mais j'écris des articles régulièrement sur les émotions, notamment, c'est ce qui marche le plus. Et oui, il y a quelques vidéos également de moi, mes activités, où je suis en conférence, pas tout ou en formation, parce qu'il y a des conférences totalement fermées, donc je n'aimais pas, mais voilà, on peut me retrouver là, je fais du Skype, je fais du suivi à distance, en direct sur Lyon, je suis hypnopraticien également. Ah, c'est bon à savoir. Donc, Voilà, c'est intéressant, donc voir un peu toutes vos actualités sur le site et notamment les conférences dont vous venez nous parler, là, le 30 ou d'autres, si les parents souhaitent vraiment rentrer un peu plus dans le détail et vous rencontrer physiquement. Pour la parentalité, alors moi je ne suis pas psy, mais je suis accompagnant. Ouais. Et c'est ce qui m'avait plu dans votre profil et surtout que voilà, vous êtes au cœur de ce métier-là et de voilà, au soutien à la parentalité, les parents, et vous connaissez vraiment tout en fait, que ce soit la scolarité, que ce soit dans la sphère personnelle. Donc je tenais quand même à vous remercier au nom de tout le monde. Merci de nous avoir partagé cette expertise, ces conseils très justes et au plaisir de se revoir dans un autre cadre. Merci encore. Je ne vous retiens pas plus parce que je sais que voilà, vous êtes limité dans le temps. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt et merci encore pour tout le monde. À bientôt. Les parents qui vous côtoient ont beaucoup de chance, je crois. Merci, c'est gentil. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonne journée à vous, bon courage. Au revoir. Merci beaucoup, vous également. Au revoir.